Bonjour à toutes et à tous. Notre invitée aujourd'hui est Laure Lavalette, députée du Rassemblement national dans le Var. Elle est aussi porte-parole nationale de Marine Le Pen lors de la présidentielle. C'était en 2022. Elle est candidate à cette élection municipale de Toulon. C'est une première candidature, Laure Lavalette, sachant que vous avez déjà participé à des élections municipales en 2014 et 2020. Vous étiez sur la liste du candidat Amaury Navarane. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, mais je ne suis pas la seule, les internautes l'ont aussi posé. Pourquoi vous présentez, vous qui êtes porte-parole du Rassemblement national, à la tête d'une liste sans étiquette? Pourquoi ce choix? Parce que je suis persuadée que des élections municipales sont des élections un peu particulières et c'est, je pense, la rencontre entre une équipe, un programme, pourquoi pas une personnalité avec les Toulonnais. Vous savez, ce projet, il a mûri dans ma tête déjà depuis un petit moment. Ça fait 3 ans que je suis élue députée et les gens m'arrêtaient dans la rue souvent en me disant « mais je suis pas RN, mais j'ai envie de voter pour vous, je sens que vous avez une énergie pour cette ville ». Et c'est vrai que ça a fait un peu son bonhomme de chemin et je me suis dit « tiens, il faut vraiment aller chercher à rassembler au-delà de ma famille politique ». Moi, j'ai aucun problème avec mon étiquette, j'en suis presque une, j'allais dire, à moi toute seule, évidemment. Enfin, je suis porte-parole de Jordan et Marine, comme vous l'avez dit très bien, j'ai fait la campagne de Marine Le Pen, j'étais une des porte-paroles accréditées entre les 2 tours, donc vraiment, il n'y a aucun doute. Et puis cette étiquette, vous savez, non seulement j'en suis fière, mais elle m'a fait élire il y a encore 1 an et demi au premier tour des élections législatives. Donc cette étiquette, elle est consubstantielle de ma personne, mais pour attirer à moi une équipe aussi. J'ai des gens qui sont venus sur cette liste qui, je pense, ne seraient pas venus si on s'était cantonné à une étiquette politique. Je pense à l'amiral 3 étoiles qui vient de me rejoindre, qui a été patron du groupe aéronaval, donc le porte-avions, les escorteurs. Donc c'est quand même un grand marin. Peut-être ne serait-il pas venu. Vous savez, les militaires ont ce devoir de réserve pendant toute leur carrière. Je pense que ça aurait été compliqué peut-être pour lui de venir sur une liste avec une étiquette politique. Je pense à David Gérard, ce sportif, sélectionneur international, qui serait peut-être pas venu non plus sur une liste qui avait une étiquette. Et c'est vrai que ça me ressemble parce que j'aime l'idée de rassembler, j'aime l'idée d'être la mère de tous les Toulonnais. Et le fait de ne pas avoir d'étiquette, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Plus facile. Alors, la question que l'on se pose, si vous emportez la capitale varoise, ville de 180 000 habitants, premier port militaire de France, est-ce que du coup ce ne sera pas une victoire pour le Rassemblement national? Ça sera probablement, évidemment, une victoire puisque ce serait une grosse ville et que moi, je suis une étiquette, mais ça sera surtout une victoire pour les Toulonnais. Vous voyez, ça sera une victoire parce qu'enfin, quelqu'un va arriver avec du dynamisme, vraiment une équipe absolument extraordinaire, des projets plein les poches. Donc oui, ce serait surtout une victoire pour les Toulonnais. Alors justement, vous avez parlé de liste d'ouverture avec des personnes issues de la société civile. On a une question de Thibault qui parle justement de votre liste. Avec autant de néophytes dans la liste, ne prend-on pas des risques? On ne peut pas gérer une ville de 182 000 habitants avec des, entre guillemets, amateurs au sens noble, issus de la société civile. Il faut aussi verrouiller avec des professionnels de la politique locale, non ? Alors, c'est assez marrant comme question. Merci Thibault de l'avoir posée. Je ne suis pas sûre que l'amiral Mallard prenne très bien le fait qu'il soit un amateur quand je vais lui demander de parler d'économie maritime et de tourner Toulon vers la mer, dans la mesure où il a quand même 30 ans de carrière derrière lui. Je ne suis pas sûre que David Gérard, sélectionneur et entraîneur de la Roumanie, ancien joueur international, soit un amateur. Ça a été un joueur professionnel. Donc, c'est à lui que je confie le développement sportif. Donc, vous imaginez bien qu'il est la bonne personne au bon endroit. Et c'est ça qui était important. Mais c'est vrai que c'est important aussi pour moi que cette liste, elle ressemble aux Toulonnais et qu'elle ressemble à l'entièreté des Toulonnais. Moi, je ne pense pas que d'avoir fait l'ENA ou d'être à la Cour des comptes, ce soit gage de réussite. Preuve en est, excusez-moi de vous dire que les énarques qui nous gouvernent ont fait 1 000 milliards de dettes en 7 ans. Donc je pense qu'il vaut mieux des gens très enracinés sur le territoire. Et vous savez, à l'animation, à la culture, aux grands événements, je vais mettre Fabien Sorrentino, qui travaille à la Banque le jour, mais qui est DJ international la nuit, parce que je pense qu'il a su fédérer, monter des festivals et que c'est la bonne personne. Donc je ne crois pas que ma liste soit faite d'amateurs. Par contre, elle est faite de gens très enracinés dans la vraie vie et je pense qu'au contraire, c'est ce qui manque souvent. Est-ce que vous comprenez la question, quand on dit amateur, c'est venant de la société civile et pas forcément des politiciens de pure souche en fait? En tout cas, la gestion de la ville. Mais ça, vous savez qu'on a des directeurs généraux de services. Moi, j'ai déjà recruté, j'ai déjà un cabinet. Le
DGS qui viendra dans cette mairie est là à la tête d'une grande collectivité qui a autant d'habitants. Donc après, j'allais dire, ça c'est plutôt des cabinets techniques aussi. Vous savez, les élus sont là pour dérouler la feuille de route du maire, et après il y a des services, et les services de la mairie sont déjà très compétents. Et moi, je choisis évidemment le directeur général des services, puisque quand vous arrivez dans vos valises avec, j'allais dire, du sang neuf, des gens qui vous sont loyaux et qui vont dérouler votre feuille de route. Donc Thibault, pas d'inquiétude, vraiment tout va bien. Laure Lavalette, vous bénéficiez d'une dynamique nationale du Rassemblement national. Vous avez évoqué donc des citoyens que vous avez rencontrés qui vous ont interpellé parce que vous êtes député depuis 3 ans. La notoriété des députés, elle reste encore à prouver. Vous avez été aussi conseillère municipale dans l'opposition, on l'a dit en 2014, en 2020. Puis après, vous avez laissé ce fauteuil pour le fauteuil de conseillère régionale. C'est forcément une dynamique nationale qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes portée, y compris dans les sondages. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'à Toulon, ça ne vous a pas échappé. Vous avez eu d'autres candidats dans ce fauteuil à la fin d'un système, depuis la condamnation d'Hubert Falco. C'est vrai que le système d'il y a 25 ans s'est un peu effondré. Madame Massy a été un peu la maire par intérim. Elle a essayé de gérer tant bien que mal ce qui lui tombait pour le coup un peu... José Massy, qui est la maire sortante. Voilà, qui a donc exactement, et qui a pris... la mairie. Voilà. Exactement. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'attentisme. Ça fait 3 ans qu'il ne se passe plus rien à Toulon, que c'est la belle endormie. Et on sort de ce système de 25 ans, un système un peu sclérosé aussi. Vous savez, quand vous êtes là depuis tout le jour, j'allais dire, ils sont un peu endormis sur leur laurier que moi je trouve un peu fané. Donc il y a d'un côté la fin d'un système, on va pas se mentir, aussi un peu de copinage. Moi, les gens on reviendra sur ça. Qui viennent à moi me disent on a vraiment envie de changer de paradigme. Donc il y a ça, il y a effectivement, vous avez raison, une dynamique aussi nationale. Il y a le travail de terrain qu'on a montré. Je pense que moi, pendant 3 ans, à l'Assemblée nationale, j'ai montré que j'étais pas dogmatique, que j'étais pas sectaire, que je votais tout ce qui allait dans le bon sens, même si ça venait des Insoumis, même si ça venait d'Horizon ou de la Macronie. Moi, si mes adversaires disent que le ciel est bleu et qu'il fait vraiment beau, je ne dis pas qu'il pleut par principe. Au contraire, voilà, j'approuve. Et je pense que... Alors, on est peut-être un peu différents dans notre façon de faire de la politique, mais cette absence de sectarisme et de dogmatisme paye, entre guillemets. Les Toulonnais ont compris que voilà, j'étais là pour le bien commun. Et c'est sûrement ce qui va être additionné peut-être à une dynamique nationale et à la fin d'un système qui fait qu'effectivement, on a une campagne qui se passe bien. Laure Lavalette, sur votre tract, donc la flamme frontiste a disparu. Elle a été remplacée par le dessin d'un petit soleil jaune. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Ouais, donc vous avez déclaré « Ma candidature sera respectueuse, positive et joyeuse ». Ça veut dire quoi ? C'est un peu ma façon de faire de la politique, je crois. Voilà, moi j'aime faire de la politique. Du sourire, des selfies avec les enfin, j'aime faire de la politique dans la bonne humeur, et quand les gens vous demandent des photos, j'ai pas le cœur de leur dire non. Effectivement, ils sont contents. Encore une fois, pendant 3 ans, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai porté des lois, j'ai porté la loi sur les retraites, j'ai porté des lois parce que je voulais que les députés puissent aller dans les EHPAD et les maisons à l'enfance, voilà, sans prévenir, pour garantir la sécurité de nos aînés et de nos jeunes. Ils ont vu qu'on était au travail. Effectivement, un avenir pour Toulon. Le logo, c'est un soleil, parce que c'est un avenir qui se lève. Ça vous a pas échappé que c'était le nom d'une association éponyme. J'avais donné la parole aux Toulonnais en mai-juin sur la sécurité, la mobilité, les politiques sociales. Et ils sont venus, parce que je pense que ça fait très longtemps qu'on leur avait pas donné la parole, et les réunions étaient pleines. Et vous savez, quand je me suis garée là, il y avait à côté des affiches de Monsieur Payan. Je ne crois pas qu'il y ait le logo du Parti socialiste sur l'affiche de Monsieur Payan. Et le procès, entre guillemets, qu'on me fait sur cette étiquette, vous regardez dans les grandes villes, mais aucun de ceux qui veulent être maire d'une grande ville n'a un logo politique. C'est vrai qu'il y a une vraie tendance aujourd'hui à effacer l'étiquette politique. Mais c'était déjà le cas aux municipales dernières. Oui, c'était un peu moins le cas dans les grandes villes. C'est aujourd'hui désormais le cas. Malgré les bons résultats de votre parti dans les élections nationales, européennes, je rappelle que le Var, c'est 7 députés sur 8, c'est quasiment le grand chelem. Le Rassemblement national manque toujours d'ancrage local, avec seulement, par exemple, dans le Var, une ville aux mains de votre parti, c'est Fréjus. Comment expliquez-vous ce décalage ? Est-ce qu'il y a un problème de confiance dans les capacités, justement, des élus du Rassemblement national à diriger une ville ? Non, je pense qu'il y a un problème de vitrine. Je pense que jusqu'il y a 3 ans, où nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale à 88, et nous avions 6 députés. Donc quand vous êtes 6 députés, vous n'êtes pas un groupe, donc vous n'avez pas accès au même nombre
nombre, par exemple, de questions au gouvernement que les autres groupes. Et donc, on passait complètement sous les radars. Et c'est vrai que je pense que le paradigme, pour le coup, a complètement changé il y a 3 ans, où les gens nous ont vus tels que nous étions et pas forcément tels que certains médias auraient aimé que nous soyons. Et ce témoignage de nous voir au travail, de nous voir encore, je vais vous dire, pas sectaire, a fait exploser, j'allais dire un peu aussi notre famille politique, parce que c'était la première fois qu'on nous voyait, qu'on nous a vus sur les plateaux, qu'on est venu vulgariser notre programme, nous expliquer. Vraisemblablement, 2026, ça peut être l'année. Jordan Bardella a dit qu'il aimerait décrocher une dizaine de villes en France. Oui, je pense que ça sera. Je pense Toulon, qu'évidemment, Marseille, c'est possible. ça fait forcément partie. Oui, mais il y a pas mal de villes. Je pense à Menton, je pense à Agde, je pense à Carcassonne, je pense à Vauvert. Je pense qu'il y a des petites et des grandes villes. Il y a évidemment Hénin-Beaumont. Enfin, il y a d'autres villes dans le Pas-de-Calais. Oui, je pense que. Mais vous avez raison. C'était l'ancrage local. C'est pour l'instant un peu ce qui nous manquait. Là, je pense qu'on est vraiment sur une dynamique où, vous savez, les élections départementales qui sont derrière, on va probablement les gagner aussi. Pourquoi pas la région derrière. Donc oui, on est sur une vraie dynamique, mais parce que je pense qu'on est en adéquation vraiment avec ce que les Français pensent. Alors, il y a peut-être eu un décalage à un moment, mais là, on a eu cette faculté, cette chance de pouvoir exprimer vraiment ce que nous pensions. Il se trouve que c'est en adéquation avec ce que vivent les Français et les solutions qu'on apporte ont l'air de leur convenir. Dans le Var, si on prend l'exemple de Fréjus, parce que vous avez parlé de vitrines, d'ancrage local de vitrines, vous avez quand même quelques vitrines, on a Perpignan, on a Fréjus dans le Var, conduit par le maire David Racheline, ex-vice-président du Rassemblement national. Alors ça vous aide pas forcément... Vice-président de la métropole. Il est premier vice-président de la métropole. Premier vice-président de la métropole. Alors, la ville a dû faire face à un déséquilibre de 11 millions d'euros, donc il présente notamment un endettement important qui dépasse les 150 millions d'euros. La Chambre régionale des comptes a épinglé la gestion donc, de David Racheline et le préfet a même menacé de se substituer pour gérer la commune, pour établir la situation. Avez-vous pu échanger avec David Racheline? Est-ce qu'on peut tirer des leçons de ces erreurs? Moi, je pense que David Racheline va être élu dès le premier tour le 15 mars. Moi, pour parler à des Fréjussiens, ils sont très contents de la gestion de leur ville. Peut-être qu'il a investi, je ne connais pas du tout le budget, je ne connais pas. Je l'entends quand le préfet dit on va peut-être mettre ville sous tutelle, c'est que l'endettement est dépassé. En vrai, c'est c'est un dossier que je ne connais pas. Peut-être qu'il y a eu des investissements qui ont été faits. En tout cas, moi, le retour que j'ai des Fréjussiens, c'est qu'en termes de sécurité, d'animation, d'attractivité, quand vous parlez de Fréjus, ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'il sera réélu dès le premier tour. Et avec David Racheline, vous n'échangez pas justement sur la gestion d'une ville? Ça peut être aussi un bon conseil. Ça porte malheur d'en parler avant, non? Je vais attendre le 15 mars pour lui en parler. J'avais un grand-père très, très superstitieux. Donc, on attendra d'en parler. Mais encore une fois, interroger des Fréjussiens, ils sont très contents de la gestion de David Racheline. Alors j'ai une question de Cédric de Toulon. C'est si vous êtes élu maire, est-ce que vous prendrez des mesures pour ne pas être condamné comme les derniers maires toulonnais? Mais Cédric pose une vraie question. Vous savez, avant de me lancer dans la bataille, et quand on regarde un peu le panorama varois, on est là quand même à une période un peu compliquée. La maire de la Seine qui était condamnée, le président du conseil départemental qui est condamné, Hubert Falco qui est condamné. Ça pose des vraies questions. On se dit, mais est-ce qu'on peut arriver à passer au travers de ça sans être condamné? Et c'est pas du tout mon intention. Vous imaginez bien, moi je suis une mère de famille. Ça m'a un peu effrayée. Voilà, je vous le dis au départ en me disant. Quand on voit aussi David Racheline, qui est aussi, il a été relaxé, mais il y a un nouveau procès en septembre, donc ça pose la question de la probité dans le Var. On a quand même un trésor en France qui s'appelle la présomption d'innocence, donc avant d'être condamné, là les gens dont je vous ai parlé sont vraiment condamnés, et je vous le dis. J'ai réfléchi en me disant, mais est-ce que c'est impossible? Alors j'ai rencontré d'autres élus tout à fait Est-ce que c'est des mauvaises pratiques? J'en sais rien. En tout cas, c'est probablement des pratiques varoises, puisque c'est ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment l'intention de faire appel à des cabinets de juristes extérieurs, et je ne prendrai pas une mesure sans avoir bordé le fait, évidemment, qu'elle soit tout à fait dénuée du moindre problème, parce que je ne compte pas avoir de problème avec la justice. Laure Lavalette, la candidate du Parti socialiste, candidate de gauche, Magali Brunel, a décidé justement, par rapport à cette problématique de probité, de signer une charte avec l'association Anticorps, reconnue d'utilité publique. Ça peut être moi, je ne pense pas que les chartes et les numéros verts, je trouve que c'est un peu de la com. Moi, je pense que, je vous dis, quand je vais plutôt m'adosser sur un cabinet juridique et de vraiment prendre conseil, je suis plutôt dans le faire, dans l'action, que de signer une charte. Je trouve que c'est un peu démago. Voilà.
Mais pas une ligne sur les questions d'improbité, sur votre engagement justement. Je viens de vous le dire, je compte évidemment avoir la gestion la plus transparente possible. C'est ça aussi qui est important, je pense. Il faut, moi je suis habituée en tant que députée, je ne peux pas dépenser 1 euro sans qu'il soit justifié, ce qui est normal puisque c'est votre argent, mon argent, l'argent des Français. Donc j'ai été, j'allais dire, un peu formatée déjà pendant 3 ans sur ce modèle-là. C'est un modèle sur lequel je compte évidemment m'appuyer pour le reste. Alors là, on évoque des faits présents, mais il y a eu aussi le passé. Il y a l'héritage de Jean-Marie Le Chevalier, maire Front National, qui a géré de manière assez catastrophique la ville de Toulon entre 1995 et 2001. Cela peut-il vous coûter encore des voix 30 ans après? Est-ce que cela vous inquiète encore, cet héritage, même si vous n'y êtes pour rien? Je n'y suis pour rien, comptable de rien, je suis héritière en rien. Et c'est une question aussi qu'on s'était posée avec mes équipes en disant mais tiens, ça va être un caillou dans notre chaussure, évidemment. Écoutez, en tout cas, sur le terrain, ça ne l'est pas. C'est vraiment epsilon, c'est à la marge. Il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Mon 95, moi j'avais dit 19 ans, autant vous dire que j'étais très loin d'imaginer. Ça reste un passé un peu radioactif pour vous. Écoutez, en tout cas, pas sur le terrain. Alors, je comprends, et c'est sûrement votre job de le remettre sur la table à chaque fois, mais il faut se souvenir aussi pourquoi le Chevalier gagne. Il n'est pas du tout prêt quand il gagne sur une triangulaire, parce que pour le coup, la ville, après Trucy, est à 2 doigts d'être mise sous tutelle. Et en fait, Arex et Trucy ont complètement ruiné la ville, elle est complètement exsangue. Le Chevalier arrive là un peu par hasard. Hubert Falco, qui est président du département, coupe les vives. Le président de la région coupe les vives aussi. Il se débat comme il peut, il désendette un peu la ville, mais par contre, c'est le fiasco, ils finissent à 5%, c'est la catastrophe. Au-delà de ça, il est condamné aussi. Et bien sûr, emploi fictif, je vous dis, condamné pour détournement, il y a quand même le décès du directeur du cabinet. Et bien sûr, très rapidement, en plus, très rapidement. Donc, non, mais bien sûr, mais encore une fois, voilà, moi, c'est les 30 prochaines années qui m'intéressent, pas les 30 dernières. Et encore une fois, je vous dis, ça a pu être une inquiétude de mon équipe en disant, est-ce qu'on va devoir gérer ça? À part les journalistes, les gens ne m'en parlent pas. Alors, vous n'êtes pas responsable, on vient de le dire, de ce qui s'est passé dans le passé. Mais vous appartenez au Front National, vous êtes encarté au Front National dès vos 15 ans. 16, je pense que ça devait être 16. 15-16 ans. Et depuis, cet engagement politique au Front National, votre engagement n'a jamais cessé. Vous êtes une femme de conviction. Ces convictions, si vous êtes maire, est-ce que vous les mettrez de côté? Les convictions que vous partez à Non, mais mes convictions, c'est d'améliorer le bien commun. Donc celle-là, je l'ai chevillée au corps depuis toujours. Et évidemment que je vais la mettre en place, puisque moi, je veux améliorer le quotidien des Français. Les convictions concernant l'immigration. Je vais vous dire, vous êtes observatrice et vous devez connaître un peu mon passé. J'ai quitté le Front National pour partir avec Bruno Maigret, justement, parce que j'étais excédée des provocations de Jean-Marie Le Pen. Et moi, je voulais qu'on avance. Et je voulais en fait exactement ce que fait Marine Le Pen là. Et je suis revenue au Front National parce que Marine Le Pen a opéré une mue absolument spectaculaire. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je remets le pied en selle, après avoir eu mes 5 enfants. Donc 2012-2014, c'est à ce moment-là où Marine arrive et où le Rassemblement national n'a presque plus rien à voir avec ce qu'était le Front National de Jean-Marie Le Pen était trop radical. Je l'ai quitté pour Bruno Maigret. Donc oui, vous savez, quand vous militez et que le matin, il allait à la radio, il disait une dinguerie en se disant « mais c'est pas possible ». Donc c'est vrai que moi, je suis très à l'aise avec ça, parce que je vous dis, j'ai quitté, lassé des frasques de son président. Donc après, je suis revenue au moment de Marine Le Pen, qui a une façon très différente que de faire de la politique. Mais par contre, les convictions de justice sociale, de bien commun, bien sûr qu'elles sont chevillées au corps et bien sûr qu'elles m'animent encore. Alors vous dites donc que vous êtes favorable à ce que fait le parti du Rassemblement national, c'est-à-dire de se normaliser, de se dédiaboliser, certains diront. Et pourtant, il y a encore des brebis galeuses. Le candidat RN de Carpentras dans le Vaucluse qui a écrit des tweets racistes, antisémites, homophobes, même chose du côté de Belfort. Il y en a, je crois, d'autres encore. Votre parti leur a retiré son soutien. Le Rassemblement national, la question que l'on se pose tous quand on voit cela, est-il vraiment changé? Comprenez-vous que le Rassemblement national peut encore inquiéter? Vous savez, ce qui compte, c'est la façon dont un parti politique réagit à ça. Je vais vous dire, vous me citez 2 tweets et c'est inadmissible. Et bien sûr, heureusement qu'on a sorti notre soutien. Mais nous, on vire les gens quand ils se conduisent mal. Si vous allez chez LFI, des tweets antisémites, il y en a 20 par jour. Ils sont gardés, les gens sont même célébrés. Donc ce qui compte, c'est qu'il faut dire aux gens, c'est comment est-ce qu'un parti politique réagit à ça. Je veux dire, quand vous avez dans les rangs du NFP des gens qui tapent leurs femmes mais qui restent encore pendant longtemps parce qu'on ne sait pas tellement quoi en faire, ça pose question. Moi, j'aurais aimé que de temps en temps, le Nouveau Front Populaire ait des relations
relations plus franches et se séparent tout de suite voilà, de brebis galeuses. Voilà, il se trouve que nous, vous imaginez, on représente 13 millions de gens. Sur ces 13 millions de gens, vous n'êtes évidemment pas à l'abri qu'il y en ait qui ne soient pas, qui aient des propos complètement déplacés. Mais encore une fois, ce qui compte, je vous le dis. On a l'impression que ça n'arrive qu'à votre parti. En fait, je pense simplement, votre assistant parlementaire. Je vais vous dire on ce ne parlait que de vous, c'était lors des législatives. Vous avez vu, c'est sorti le matin, le soir même, je m'en étais séparée. Ça paraît quand même, vu de l'extérieur, en tout cas, ça paraît quand même assez incroyable. Pour les législatives, vous le savez très bien, il y a eu de nombreux candidats. Mais on l'a dit, et depuis on a mis des process en place, mais encore une fois... Est-ce que ça veut dire que les propos, les idées que vous défendez sont aussi un peu borderline et que ça attire aussi ce genre de Pas personnes? du tout, sauf que vous n'avez pas la responsabilité des gens qui vous suivent. Encore une fois, moi j'aurais aimé et j'aimerais pour la vie politique que le travail qui est fait de nous passer au peigne fin soit le même sur l'entièreté de l'échiquier politique. Et je peux vous assurer qu'on serait bien surpris quand vous avez des appels à la haine antisémite absolument terribles de la France insoumise. Personne ne bouge et on n'est pas passé au peigne fin comme nous le sommes. J'aimerais de l'équité. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un principe qui est de réaction et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tient des propos inacceptables, ils sont évidemment écartés. Justement, dans cette thématique-là, on a une question de Cédric, habitant de Toulon. Encore Cédric, c'est la deuxième fois qu'il pose une question. Oui, il est vous êtes catholique, pratiquante, et dans la Bible, on prône l'amour de l'autre, la tolérance. Avec votre engagement politique passé et présent, est-ce que ces valeurs est-ce qu'elles sont prônées, ces valeurs avec elles ne sont pas contradictoires avec... L'amour du prochain, mais oui, j'aime passionnément les Français et je veux passionnément, évidemment, améliorer leur quotidien. Et là, si je choisis d'aller à l'échelon municipal, c'est parce que j'ai envie. Et vous avez raison, je rejoins Cédric. Les Français et les autres personnes en général, y compris... Les autres humains, on a dire. Mais bien sûr, évidemment, sauf qu'en priorité, je pense que quand vous êtes français, vous devez avoir plus de droits que quand vous ne l'êtes pas. Mais c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Mais vous avez raison, je pense que la politique est une sorte de charité suprême, de vouloir améliorer le quotidien. C'est une sorte, quelque part de charité. Et c'est vrai que c'est un amour, vous avez raison, passionné pour les gens et passionné là pour les Toulonnais. Même quand on a les positions que vous avez sur l'immigration. Mais j'ai quelle position sur l'immigration, madame ? Les positions du Rassemblement national. Comme quoi, par exemple ? Limiter, voire fermer les frontières. Alors, c'est pas exactement ça, mais je pense que vous allez dans la rue, il y a à peu près 7 personnes sur 10 qui vous disent qu'il y a un problème avec l'immigration dérégulée telle que nous la vivons à l'heure actuelle. Mais ça, encore une fois, vous avez vu, c'est un combat du coup que je vais abandonner, puisque c'est un combat au niveau national pour aller plus proche et encore plus près de nos concitoyens. Alors la Valette, si vous emportez Toulon, vous allez être forcément une vitrine, on l'a dit, manque d'ancrage local, tout le monde va vous regarder, votre façon aussi de gérer cette ville. Est-ce que c'est un poids, une pression supplémentaire ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on s'y prépare. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, on n'a pas droit à l'erreur et que du 15 mars, si on gagne le 15 mars ou le 22 mars, il faut qu'on soit prêt. C'est la raison pour laquelle ça fait plus d'1 an que je travaille sur un cabinet. Ça fait plus d'1 an que j'audite, je vous le dis, des directeurs généraux de services. Alors, on doit être un peu crédible parce que je reçois beaucoup de CV, je reçois beaucoup de gens qui sont à la tête de collectivités, que ce soit des régions, des départements qui me proposent leurs services. Donc ça aussi, c'est quand même un bon indicateur de dire que on a dû rassurer les gens puisqu'ils viennent me proposer leurs services. Donc moi, le jour où je gagne, le lendemain, mon cabinet est prêt. J'ai un directeur général des services, j'ai un DG adjoint, j'ai un directeur de cabinet, des directeurs de cabinet adjoints. On est prêt à pouvoir très rapidement mettre en place parce que je pense qu'on est jugé aussi sur les 100 premiers jours, par exemple, quand vous êtes maire et qu'on a... Nous, on n'a pas exactement les mêmes règles du jeu que les autres et je le sais, c'est la raison pour laquelle on se prépare encore mieux sûrement que les autres. Vous avez eu des consignes de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen en vous disant là, il faut vraiment être à la hauteur ? Des conseils politiques. Mais enfin, ça, j'allais dire, on a tous envie d'être à la hauteur, même quand vous êtes député. Hein. Vous savez, quand on est rentré dans cette maison extraordinaire qui est le Palais Bourbon, on nous a demandé, oui, d'être irréprochable, de travailler. Quand les Français vous donnent un mandat, bien sûr que ça oblige. Et là, si les Toulonnais veulent bien que je les serve en tant que maire, bien sûr que ça oblige. Entre le moment où vous avez quitté la région varoise pour monter à Paris et puis proposer vos services à Marine Le Pen, notamment pour la présidentielle, vous avez l'impression que cette ascension vous a permis aussi de prendre de la hauteur, de gagner aussi en compétences pour aujourd'hui vous présenter sur... Ce qui est sûr, c'est que je travaille beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas porte-parole et vous n'allez pas sur les plateaux la fleur au fusil. Hein. Bien sûr que je travaille énormément. Donc c'est peut-être en dichotomie avec l'image qu'on peut avoir. En étant une maman avec plusieurs enfants. Une maman
avec 5 enfants, dont une jeune fille handicapée, hein, mine de rien. Donc c'est vrai que j'ai cette chance de partager le quotidien des Français. Je pense que ça, parfois je trouve ça dur parce que c'est difficile quand même. Et avec ça, je me dis, c'est vraiment cette authenticité. C'est moi, je vis la vie des Français, je vis la vie des Toulonnais. On en reparlera pour le programme qui est assez axé solidarité, mais moi je sais ce que c'est d'avoir un problème de garde avec un enfant handicapé. Voilà, tout ça, je le vis. Je pense que c'est important, mais il y a beaucoup de travail derrière. J'ai beaucoup travaillé à Paris. Je ne fais jamais sur un plateau télé sans avoir beaucoup travaillé. Enfin, il y a quand même, il y a vraiment du boulot derrière. Il y a du boulot derrière. Évidemment. Justement, on va parler de la partie parisienne. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, les communes se plaignent régulièrement de dotation de l'État qui baisse, ce qui complique leur mission. Et pourtant, votre parti, le Rassemblement national, a proposé et fait voter un amendement dans le budget 2026, une baisse de 4,9 milliards d'euros aux collectivités. Un amendement qui a finalement été abandonné au vu de la colère des maires. J'ai un petit peu du mal à comprendre sur cette affaire-là. Vous dites régulièrement, vous, le Rassemblement national, que l'État abandonne les territoires et pourtant vous voulez réduire les dotations. Vous savez, un budget, c'est un équilibre évidemment entre les recettes et les dépenses. Et vous avez raison, c'était un amendement de ma famille politique. Mais ce n'était pas jusqu'aux communes, c'était jusqu'aux régions. Quand même. Communes, on peut imaginer que les communes soient concernées. Vous savez très bien, le département donne des subventions aux communes, donc par ricochet, en fait, c'est compliqué de dire aux Français, vous allez vous serrer la ceinture, mais les autres strates ne se serrent pas la ceinture. Il y a un moment, il faut être aussi assez cohérent, et les Français nous le reprochent suffisamment. Il va falloir, évidemment, dépenser mieux l'argent, et il y a un moment où c'est aussi l'argent des Français. Hein. Les impôts, on est surtaxés, on est le peuple... Les collectivités territoriales, selon vous, ce sont les collectivités qui dépensent le plus? Non, pas le plus. Sachant qu'elles sont tenues à justement ne pas être très endettées. Et oui, parce qu'elles doivent avoir évidemment un budget à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État, ce qui est quand même assez hallucinant. Alors on peut penser aussi qu'il y a des strates qui sont un peu compliquées. Les gens qui sont au pouvoir pensent que le bon niveau, c'est la métropole ou la communauté de communes, les super régions et l'Europe. Nous, on est plutôt sur un triptyque ville, département, nation. Et c'est vrai que toutes les économies qu'on nous avait promises avec les collectivités, avec les métropoles, tout ça, les économies d'échelle, notamment de personnel, finalement ne sont pas arrivés vraiment là exactement. Donc il va falloir réfléchir aussi. Alors peut-être que c'était pas le bon tempo, peut-être que cet amendement est arrivé un peu tôt, mais encore une fois, c'est assez cohérent sur le fait que on ne va pas pouvoir, tout le monde va devoir se serrer la ceinture. Et justement, en parlant de fiscalité, Joël, habitant de Cap-Brun, pose la question, quel est votre programme concernant la fiscalité de la ville? Est-ce que vous allez augmenter les impôts? Ça, c'est assez drôle parce que je pense que... Est-ce que vous avez déjà un candidat qui vous a dit oui, je vais énormément augmenter les impôts? Non, jusqu'à présent, non. Je suis très étonnée quand même. Cette question me fait bien rire. Alors, par contre, ça nous permet de parler de la fiscalité de Toulon, si vous voulez bien. Toulon est une ville qui est bien gérée financièrement. Je le sais aussi parce que j'ai été conseillère municipale pendant 8 ans où j'ai voté à peu près 80-90%, je pense, de ce que proposait Hubert Falco, parce que quand ça va dans le bon sens, je vous l'ai dit, ce que j'ai fait à l'Assemblée, je le faisais déjà au niveau municipal. C'est une ville qui est très peu endettée, Toulon, puisqu'on est à 240 € par habitant. Je crois que c'est la deuxième ville la moins endettée de France. Je crois qu'en 18 mois, on peut solder la dette. Bon, il y a de la dette qui a été transférée aussi à la métropole, donc quelque part, il y a un peu un jeu de dupes. Alors que la moyenne de l'endettement des villes de cette strate-là, c'est plutôt au-delà de 1 000 €. Donc, quelque part, les finances sont saines. D'ailleurs, Falco, un peu traumatisé, je pense, de Arex, Trucy, le Chevalier, a mis un point d'honneur à désendetter la ville, ce qu'il a fait d'ailleurs très bien. Le revers de la médaille, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas eu tellement d'investissement, que finalement, ça fait très longtemps qu'il ne se passe rien. À part les halles en centre-ville, il n'y a pas eu de projet très structurant. Elles ne vont pas très bien d'ailleurs, mais il n'y a pas eu de sujet vraiment structurant dans ce dernier mandat. Bon, depuis 3 ans, n'en parlons pas, mais voilà. Donc, la bonne nouvelle quand même, on rassure Joël du Cabran, c'est que les finances de la ville sont saines et que l'équipe municipale qui va arriver aura du coup un peu les coups des franges pour pouvoir investir. Et je pense que cette ville se meurt du manque d'investissement.
Aujourd'hui, Laure Lavalette, vous vous présentez comme une candidate de la continuité de ce qui a été fait, d'Hubert Falco, un peu comme une héritière de son bilan, ou alors vous serez une candidate de la rupture? Pas du tout. Alors, voilà ce que j'allais vous dire. Continuité, j'en sais rien. En tout cas, je ne suis pas du tout la candidate de la rupture. Ce qui est bien, ce qui a été bien fait, bien sûr qu'il faut le conserver. Hubert Falco s'est très bien occupé du centre-ville, par exemple, de Toulon. Il a repris la maîtrise foncière de certains îlots. C'est pas facile de reprendre, arriver à préempter, de reprendre la maîtrise foncière. Il a fait des partenariats publics-privés qui étaient très, très intéressants avec VAD. Enfin, il y a eu tout ce centre-ville qui, j'allais dire, a été un peu choyé. Et ce qu'il a fait, c'est bien. Enfin, je veux dire, quand vous vous baladez en centre-ville, je pense que c'est vraiment... il y a une réhabilitation de ce centre ancien. Donc ça, évidemment que ça va dans le bon sens. Quelque part, j'y ai participé puisque je votais ce qui allait dans le bon sens. La médiathèque Chalucé, c'est évidemment un super projet. Moi, j'estime que finalement, il s'est adressé à un quart des Toulonnais avec ce centre-ville et qu'il y a les 3/4 qui ont été un peu abandonnés, délaissés et à qui j'ai envie de redonner leur lettre de noblesse. Mais encore une fois, ce n'est pas une histoire de rupture, c'est que je compte améliorer ce qui a été fait jusqu'à présent. Parce que j'avais l'impression, là, 90% des propositions que vous avez votées, j'allais vous dire, mais alors pourquoi vous êtes candidate si tout va si bien? Non, mais vous avez pas tort, en fait. Un budget, souvent, mais à l'Assemblée, on vote aussi beaucoup, si on regarde un peu les statistiques. Encore une fois, quand ça va dans le bon sens n'a pas vraiment de frontières politiques. Après, un vrai budget, évidemment, c'est la traduction comptable de choix politiques. Donc, il y avait des choix que je n'aurais pas fait. Par exemple, moi, je pense que la sécurité a été délaissée. Je pense que l'animation, je pense que l'offre culturelle... l'accès aux soins, donc je pense qu'il y a une marge de progression sur tous les sujets. Mais ce que je vous disais en amont, c'est aussi la lassitude. Quand vous avez la même équipe depuis 25 ans, je veux dire, ça a roulé, il faisait 60% au premier tour, sans faire beaucoup d'efforts. Hubert Falco, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait campagne au municipal, parce que finalement, ça passait comme ça. Et vous savez très bien qu'il y a des maires qui comme ça, prolongent les mandats. Mais bien sûr, mais voilà, moi je pense que, j'allais dire... Sans son départ, vous seriez présenté ? Ah oui, je me serais présentée, bien sûr. Oui, d'ailleurs, je lui ai dit... Falco, vous seriez oui, je lui ai dit. D'ailleurs, il m'a dit, vous ne seriez pas partie. J'ai dit, si, je vous assure, j'aurais peut-être pas gagné, mais je me serais présentée. C'est la seule différence. Vous n'auriez peut-être pas gagné ? Peut-être pas. Un maire sortant, vous vous rendez compte, ça fait 25 ans qu'il est là. Vous savez, il y a eu un sondage de notoriété fait par ELAB, par les amis de Michel Bonus, l'année dernière. Il a 75% de notoriété. Ce qui en soi est presque amusant parce que ça veut dire qu'il y a quand même 25% des gens qui ne connaissent pas leur maire au bout de 25 ans. Moi j'arrivais derrière et c'est vrai que oui, mais j'y serais allée, bien sûr, quand même, bien sûr. Justement, dans les réalisations qui ont été faites et celles qui n'ont pas été faites, est-ce que vous regrettez que le tramway, ce projet, n'ait pas vu le jour? Et est-ce que vous pensez le remettre sur la table si vous êtes maire? Alors, question de Damien. Je vais vous dire, je regrette bien qu'il n'ait pas été fait avant qu'un nouveau maire arrive, parce que oui, c'est probablement la solution qu'il fallait choisir. D'ailleurs, Hubert Falco en avait eu l'intuition, puisqu'il s'est fait élire au départ en vendant un tramway. Là, le problème, c'est qu'on est dans une situation complètement inextricable, où finalement, les entreprises varoises ont déjà payé 450 millions, notamment par la CFE, pour abonder pour ce tramway, que finalement, on se retrouve avec un bus à haut niveau de service, le BHNS. Voilà, BHNS, qui est censé être en principe complètement en site propre, c'est-à-dire uniquement sur sa voie dédiée. 70% site propre, donc c'est un bus à haut niveau de service qui, je le rappelle pour nos téléspectateurs, va donc partir de la Seine-sur-Mer et jusqu'à la gare et servira à peu près une soixantaine de... Mais ce qui est complètement déjà obsolète, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une étude qui vient de sortir, qui nous a dit, c'est en dessous des enjeux d'une métropole comme Toulon. C'est-à-dire qu'on est en train de payer 2 fois un BHNS parisien. En coût, c'est absolument colossal. Et avant même qu'il soit sorti, c'est déjà obsolète. Donc ça pose une vraie question. Et moi, je l'ai dit, je vais poser la question aux Toulonnais. Je vais leur dire... Vous avez parlé d'un référendum? Je vais faire un référendum, exactement, parce que il faut leur poser la question. Je veux dire, parce que si jamais il y a des travaux... Quelle question vous poserez si vous faites un référendum? Je vais leur proposer plusieurs alternatives que je vais présenter. Il y a effectivement ce BHNS. On peut imaginer un RER métropolitain un peu plus poussé. On peut reproposer le tramway. On peut penser à un métro. Alors, métro, pour l'instant, c'est malheureusement beaucoup plus cher, mais ce serait quand même une solution aussi envisageable. Il y a dans certaines villes aussi des alternatives aériennes. Voilà, je pense qu'il faut proposer... d'un téléphérique ? Proposer, demander aux Toulonnais comment ça fonctionne, parce que si on doit faire des travaux, il faut qu'il y ait un consentement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que les Toulonnais, dans leur grande majorité, aient décidé de faire... Ce que je regrette, c'est qu'on a été baladés
on est vraiment tellement à la traîne. Il y a peu de villes de cette envergure qui n'ont pas un mode de mobilité efficient. Et malheureusement, ça pèse sur tout le reste, en fait. Ça pèse sur l'accès aux soins pour pouvoir se déplacer, sur l'animation, sur le soir. Si vous voulez sortir, mais que vous n'avez pas de quoi rentrer, c'est compliqué. Si en plus, vous craignez pour votre sécurité, c'est encore plus compliqué. Donc, la mobilité, c'est central. C'est vraiment au cœur des préoccupations des Toulonnais. Juste une chose, José Massier rappelle qu'il a fallu à peu près 10 ans de concertation pour, au final, concevoir ce bus à haut niveau de service. Ça veut dire que vous faites un référendum, on vous dit c'est mieux le tramway, vous repartez de zéro. Ça veut surtout dire qu'elle est obligée de légitimer le choix de sa majorité. Voilà, elle n'a pas d'autre choix, José Massier. Concrètement, ça veut dire que si on change de projet, Lavalette, dans combien de temps les Toulonnais auront... Je pense que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais même là, la première ligne du BHNS, on nous la promet pour 2035. 2038. Ou 2038. Donc c'est déjà complètement aberrant. Et pendant ce temps, on est complètement à la traîne. Alors, c'est là où peut-être que notre dynamisme aussi, peut-être qu'un peu de sang neuf aussi, ça fait du bien, parce qu'on a envie de prendre des projets à bras-le-corps. On n'est pas usé, par exemple, par les enquêtes que les autres ont déjà menées. Et en fait, ils sont aussi obligés de légitimer les choix qu'ils ont faits. Une question plus de sécurité, de bien vivre en fait. C'est une question donc de Gilles qui habite Saint-Roch et il se plaint, notamment dans la période estivale, de nuisances sonores, de personnes qui viennent boire, fumer sous ses fenêtres. Il dit qu'il y a une caméra 360, mais que ça ne sert à rien, que la police municipale passe, mais que rien n'est fait. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour les habitants qui sont gênés comme ça? Bon, déjà, j'invite Gilles à venir, parce que ma permanence est à Saint-Roch et c'est à côté de la caméra. Donc, Gilles, je compte bien vous voir dans mes locaux. Gilles touche du doigt ce que vivent les Toulonnais, en fait. Il y a effectivement quelques caméras, pas assez. Je pense qu'il faut évidemment augmenter le nombre de caméras. Il faut surtout mettre des gens derrière. Il faut surtout que ça soit suivi d'effets. Et on parlait du centre-ville tout à l'heure. Le choix de la municipalité sortante, de Mme Massy et de M. Falco, a été de surprotéger, j'allais dire, ce centre-ville, parce que c'était leur réalisation et qu'il fallait que ça fonctionne. Et les autres quartiers périphériques, c'est aussi, entre guillemets, la raison pour laquelle j'ai voulu mettre ma permanence dans un quartier à Saint-Roch, un peu périphérique. J'aurais pu la mettre à Saint-Jean-du-Var ou au Pont-du-Las, mais c'était important pour moi de montrer que ces quartiers-là comptaient et ils ont oublié depuis trop longtemps. Donc, ce que vit Gilles, les Toulonnais le vivent. Moi, je veux monter les effectifs de police municipaux à 200. Alors, c'est assez marrant parce qu'au début de la campagne, quand j'ai dit ça, tout le monde me riait au nez. Et là, quand je regarde les programmes maintenant, à la fois de M. Bonus et de Mme Massy, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, tout le monde est à peu près sur le même chiffre, à hauteur de 10 policiers municipaux par an. Donc c'est à peu près 200. Encore une fois, après s'être bien moqué de moi en me disant que c'était complètement ubuesque. En fait, 1 sur 200, ça fait à peu près 1 sur 1000, avec une toute petite marge. C'est à peu près les villes sérieuses qui ont de la sécurité qui fonctionnent. Voilà. Moi, je voudrais que ces policiers ils soient déployés 24 heures sur 24. Je veux redonner aussi la sécurité à nos aînés, à nos enfants, de pouvoir sortir et d'être en... Bah oui, c'est un coût. Mais vous savez, gouverner, c'est choisir, et dépenser de l'argent, c'est évidemment choisir. Je pense que la sécurité des Toulonnais n'a pas de prix. Vous avez évalué Oui, on a évalué. On va sortir tout ce qui est fiché. Un policier municipal, c'est 60 000 euros à peu près par an. Donc, et moi, j'en voudrais 50 de plus sur les 5 ans. Donc, vous faites le calcul. Alors, Lavalette, vous avez aussi fait la même proposition. Je termine simplement. Oui, je voudrais aussi, excusez-moi, qu'il soit dans les transports, parce que je pense que c'est très important. Donc, une police des transports ? En plus, une brigade de la police des transports. On va faire un hôtel des polices où on va, mettre en synergie la police nationale et la police municipale, puisque quand vous êtes Toulonnais ou vous vivez n'importe où, quand vous appelez les secours, autant vous dire que vous vous fichez éperdument de savoir si c'est la nationale ou la municipale qui vient. Enfin, je ne sais pas vous, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est un policier parce qu'on est en détresse. Alors, vous avez exactement les mêmes points. Quasiment point par point, le programme de Michel Bonus, qui est le candidat de droite, soutenu par Hubert Falco, qui parle aussi d'un hôtel de police nationale et municipale, d'une brigade aussi de nuit. La bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui ai fait le premier meeting. C'est moi qui ai fait le premier meeting et c'est moi qui en premier parlais de ça. Donc peut-être que je les ai inspirés. Ceci dit, je trouverai ça. Vous n'avez pas sorti votre programme la première. Non, mais enfin, j'ai fait au Palais Neptune, je vais vous dire, où j'en ai évidemment parlé. J'ai fait le premier meeting en premier, donc j'en ai parlé en premier. Si j'ai essaimé et qu'ils ont trouvé que c'était cohérent, mais grand bien leur face et j'en suis ravie d'avoir pu les inspirer. Mais c'est important parce que, je vais vous dire, je pense que la police municipale à Toulon est en grande souffrance. Il y a à peu près 6 mois, il y a eu un suicide d'un policier municipal, Diego, qui avait alerté beaucoup en disant « je me sens harcelé, je me sens mal ». Il y avait un gros dossier. Personne à la mairie n'a voulu le recevoir.
Et il a fini par sauter la vie. J'ai rencontré des policiers qui m'ont dit leur malaise à ne pas avoir été entendus, à ne pas avoir été écoutés et à ne pas être valorisés et à ne pas avoir une feuille de route tout à fait claire. Ça n'a rien à voir avec les effectifs. Ah si, ça a beaucoup à faire parce que moi j'ai envie de réarmer moralement la police municipale aussi. Parce qu'en fait, si vous voulez que les gens fassent bien leur travail sur le terrain, il faut aussi les considérer. Et il faut aussi les réarmer moralement et ça je pense que c'est fondamental. Je vais vous dire les rémunérer non mais déjà quand vous moralement vous les écoutez, vous leur parlez, vous connaissez leur quotidien, je peux vous dire que ça change tout. Et moi, je m'imagine, alors peut-être que c'est utopique, mais je m'imagine pas tellement maire dans un bureau. Je m'imagine rencontrer, par exemple, les policiers municipaux tous les mois pour leur demander leur retour terrain, comment ça s'est passé, si ce que je leur demande est cohérent. Vous savez, le maire, c'est le premier flic de la ville. Donc voilà, vous avez quand même une vision à faire passer. Moi, je m'imagine une grande proximité parce qu'il y a une souffrance terrible dans la police municipale de Toulon de ne pas se sentir entendue. Mais je vais vous dire, elle est plus large, cette souffrance. On a un taux d'absentéisme dans les agents municipaux qui est très grand, qui est plus grand que la moyenne des villes de cette strate-là. Donc je pense qu'il y a un problème de management, effectivement, et qu'il faut aller écouter les gens. Moi, je m'imagine aller dans les services, rencontrer les gens, les écouter avec bienveillance et retisser un dialogue qui a été très, très abîmé ces dernières années. Sachant que les faits de délinquance dans le Var sont en baisse, y compris à Toulon. Oui, alors effectivement, je pense qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres parce que effectivement, s'il y a moins de s'il y a moins de cambriolage parce qu'il y a plus de télétravail, moins d'homicides, ça m'intéresse pas. Violence. Je vais vous dire, la dernière fois qu'ils ont voulu faire un coup de filet, on leur a demandé d'arrêter de faire des interpellations parce qu'il n'y avait plus de place dans les geôles du commissariat. Ils auraient pu continuer, ça aurait fait monter les statistiques. Vous voyez, donc les statistiques, voilà, moi j'y crois pas trop. Ce qui est sûr, c'est que la sécurité s'est dégradée. Venez avec moi sur le terrain, ça revient systématiquement chaque fois qu'on est dans un marché. Vraiment, là, c'est la préoccupation majeure. Et encore une fois, vous ne faites rien tant que vous n'avez pas rétabli la sécurité. Peut-être qu'on n'est pas encore dans la phase programme, là, mais si, on a détaillé. D'ailleurs, on va... Une question de Laura, qui habite la Beaucaire, justement. Elle demande si, effectivement, on peut avoir plus de sécurité et aussi améliorer l'environnement pour les enfants, notamment, dans ces quartiers. Je suis d'accord, j'ai été très frappée à la Beaucaire. Moi, j'avais tourné avec la police municipale, la police nationale, pardon. Voilà, parce qu'en tant que députée, pour voir un peu comment ça se passait. Et nous voilà dans un hall d'immeuble en train d'arrêter quelqu'un et une porte s'ouvre et je vois 3 enfants de la même famille habillés en judoka qui partaient au judo et je me dis mais... j'ai eu de la peine pour eux en me disant mais c'est quoi leur quotidien ? Ils ouvrent la porte et ils tombent sur une arrestation parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de drogue. La police nationale fait un travail formidable, notamment à la Beaucaire et à Pontcarral. Et vous avez raison, moi j'ai à cœur d'améliorer parce que voilà, quand vous vivez à la Beaucaire, je veux dire que vous avez les mêmes droits que si vous vivez au Mouillon, vous vivez à la Mitre. Je veux dire, il y a pas c'est pas une sous-zone en fait la Beaucaire. Et ça c'est vraiment important pour moi de redonner à chacun des Toulonnais les mêmes droits d'animation, les mêmes droits culturels, les mêmes droits de sécurité où que vous habitiez sur le territoire. Justement, Laure Lavalette, on va juste un petit peu resituer par rapport à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. La Beaucaire, je rappelle, donc c'est le deuxième quartier le plus habité de Toulon avec plus de 4000 personnes, quartier classé prioritaire. Vous souhaitez, vous venez de le dire, de traiter de la même façon à Toulon tous les quartiers avec donc le même intérêt et les mêmes moyens. Mais certains quartiers, vous venez de l'évoquer, sont beaucoup plus pauvres, ont pris du retard, c'est-à-dire qu'il va falloir investir beaucoup plus dans les quartiers prioritaires. C'est ce que vous allez faire ? Il y a quand même des bailleurs sociaux aussi à qui on peut demander de faire vraiment leur travail. Vous savez, je suis assez souvent saisie par les habitants de la Florane, qui est un des autres quartiers difficiles, prioritaires. Et effectivement, ils m'envoient des vidéos, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas parce que vous habitez en cité que vous devez venir à côté de poubelles qui sont éventrées et que vous avez peur de rentrer chez vous le soir après 17h. Donc oui, il faudra aussi que le maire tape un peu du poing sur la table et que chacun fasse son travail. Je pense que c'est important, mais pour ça, il faut de la volonté politique. Pour ça, il faut de la vision politique. Cette volonté, cette vision, je pense que on l'a vraiment chevillée au cœur. Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez continuer à soutenir les centres sociaux en termes de subventions, les éducateurs, les associations sportives qui œuvrent auprès justement des jeunes qui peuvent ensuite poser des problèmes ? Non seulement je vais continuer à les soutenir, mais en plus je vais en former plus. On a le projet de faire un grand centre de formation de sportifs et à côté de ça, de formation des éducateurs sportifs parce qu'on le sait tous, le sport est évidemment la valeur refuge, j'allais dire, dans un monde un peu difficile avec les valeurs du sport qui nous conviennent tous. Et il
faut que les acteurs qui interviennent soient vraiment des acteurs de qualité. Donc bien sûr que nous allons continuer à soutenir ces centres sociaux et on va même améliorer la qualité de ce qu'ils vivent. Juste peut-être, excuse-moi Sidonie, on va laisser poser une question à nos auditeurs, mais juste nos téléspectateurs, la question des logements sociaux, elle est importante. Toulon est mauvais élève en termes de respect de la loi SRU qui impose les 25% de logements sociaux. Est-ce que vous souhaitez construire ? J'ai rien vu dans votre programme qui dit que vous souhaiteriez construire davantage de logements sociaux. Je rappelle quand même que 70% des Français y ont droit. Des Toulonnais surtout. 70% des Toulonnais sont éligibles au logement social. C'est absolument colossal. Ça, vous avez raison. J'étais la semaine dernière avec un club de promoteurs d'immobilier avec qui on a évidemment parlé de ça. Ça pose une vraie question, d'autant plus qu'il y a encore, vous savez, il y a le projet du porte-avions nouvelle génération qui arrive avec d'autres familles qui vont arriver, qu'il va falloir évidemment que nous logions. Vous dites très mauvais élève, elle n'est pas tout à fait très mauvaise élève parce qu'on est quand même à 19%, ce qui, alors elle est en dessous de ce qu'il faut faire. On a progressé grâce à la loi qui a été assouplie et qui a repris en considération la mixité logement. Et de cette loi SRU qui quand même, moi pour le coup, pour avoir fait le tour des maires sur ma circonscription, est quand même parfois complètement intenable. Je pense à Solliès-Touca, par exemple, quand vous avez une toponymie, du territoire, vous ne pouvez pas en mettre plus. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une vraie réflexion déjà de rénovation urbaine, de savoir ce qu'on va faire. Il y a des zones qui sont déjà trop denses, à mon avis, dont il va falloir ficher la paix, et d'autres zones dans lesquelles cette promotion sociale sera aussi facteur de renaissance de ce quartier. Donc de nouvelles constructions de HLM pendant votre mandat, si vous êtes élu ? Pas que des HLM, j'allais dire. Vous savez, c'est encore une fois avec ce partenariat privé-public, il y a des immeubles avec une partie, mais on va pas parquer les gens. Quelle zone ? Non, mais c'est sûr que il va falloir que tout l'est toulonnais est complètement engorgé, et complètement déjà c'est trop dense. Là où il reste du tènement foncier, c'est à l'ouest de Toulon, c'est à Saint-Roch, un peu plus haut, vers Saint-Jean-du-Var. Mais moi, ce que j'ai dit aux acteurs de la promotion, c'est que moi, je veux des choses de qualité. Je veux des choses déjà qui soient belles, parce que je pense que le beau, ça élève l'âme, et que le maire est là aussi pour faire de sa ville quelque chose de beau. Il va falloir que ce soit accessible, et c'est ce partenariat privé-public qui va être très important. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'on continue à s'asseoir vraiment autour de la table et à s'appuyer dessus. Mais je pense que ça va être aussi une façon de faire renaître les quartiers qui seront pour moi une priorité. Saint-Jean-du-Var, le Pont du Las, Saint-Roch, Rocodéillac. En parlant du Pont du Las, une question de Laetitia, du quartier Pont du Las, qui regrette la disparition des commerces traditionnels et qui voit fleurir de plus en plus des barbershops, des kebabs et des épiceries de nuit. Et elle regrette qu'il n'y ait même plus le marché. Est-ce que c'est possible de revenir dans un quartier avec des commerces de proximité ? Bien sûr, il faut absolument. Et là, le marché provençal, pour moi, c'est évidemment une priorité. Surtout qu'il y a des travaux qui ont été faits par la municipalité sur ce quartier-là. Ils ont désenclavé l'église et la place d'en face. Donc il faut arriver à faire revenir les quartiers, les marchés dans ces quartiers. Je pense que c'est vraiment c'est un lien social. En plus, vous avez vu, après le Covid, on avait besoin de ce lien, de ce circuit court. Moi, je suis très attachée aussi à la qualité de ce que nous mangeons. Et on en reparlera un peu, mais pour les cantines aussi, j'ai envie qu'il y ait du circuit court, des marchés qui reviennent. Et puis, je la rejoins un peu. Ça manque un peu de diversité dans ces quartiers. Finalement, il y a un peu une uniformisation maintenant des commerces que l'on peut y trouver. C'est là où la mairie quand même a un rôle. Elle peut préempter quand il y a une vente de bail et dire non, peut-être que là, peut-être qu'au bout du 10e barbeur, quelqu'un qui veut se faire couper les cheveux, il a déjà le choix et on va mettre un autre commerce. Mais pour ça, il va falloir que la mairie soit force de proposition aussi et qu'elle ait un projet réel pour ces quartiers. Donc pour les entrepreneurs qui viennent, il faudra vous allez imposer des règles. Je vais surtout leur dire à quel point j'ai envie de faire renaître ces quartiers et à quel point j'ai envie d'avoir j'aurai un conseiller municipal délégué dans ces quartiers-là. Je veux qu'il y ait un interlocuteur unique. Je veux que les gens de Saint-Jean-du-Var, ils puissent savoir que là d'ailleurs c'est un boulanger de Saint-Jean-du-Var qui a accepté d'être sur notre liste et qui sera le référent, un peu comme le délégué de classe, et que les habitants de Saint-Jean-du-Var puissent aller le voir pour ce qui est incivilité, problème de voisinage, problème d'animation, manque d'offres culturelles. J'ai vraiment envie de retisser ce lien. Et puis après, on a un grand projet d'animation. Je veux ramener l'animation dans ces quartiers. J'ai vu trop de gens me dire au moment de Noël, on n'a pas de sapin, on n'a rien, on n'a même pas la guirlande avec Joyeux Noël. Ils se sentent abandonnés. C'est le moment, je pense vraiment, avant qu'il ne soit trop tard, de remettre de la vie dans ces quartiers. Alors la Valette, c'est donc pas la chasse aux
au barbershop et au... Non. Ah non, ça ne l'est pas. Ce qu'il faut, c'est de la mixité. Ce qu'il faut, c'est évidemment que vous puissiez trouver... Barbershop et kebab ont leur place aussi à Toulon. Mais bien sûr qu'ils ont leur place. Mais typiquement, au Pont du Las et à Saint-Jean-du-Var, je pense qu'ils l'ont déjà prise. Maintenant, il va falloir aussi amener d'autres commerces. Et puis, une alimentation de nuit. Vous voyez, moi, je pense à la place Massé, par exemple, qui est une petite place qui était toute tranquille. Il y a une alimentation de nuit, c'est plus compliqué parce que vous avez des va-et-vient. On sait que ces alimentations ne vendent pas que des Pringles. On sait, d'ailleurs, j'en parle avec le préfet, qui les contrôle souvent et qui enferme de temps en temps. Mais c'est vrai que la mairie a quand même une responsabilité parce que ça peut aussi vous changer la physionomie du quartier. Je pense qu'il faut être très, très prudent sur les équilibres de ces quartiers. Vous savez, Toulon, c'est beaucoup de petits villages et les villages qui vont bien, il faut vraiment les préserver. Je pense aux 4 chemins des routes qui fait une guinguette formidable l'été. C'est un modèle que j'ai envie de dupliquer. J'ai envie de remettre des guinguettes dans d'autres quartiers. Oui, bien sûr, parce que les quartiers ne sont pas oubliés. Laure Lavalette, dans votre programme aussi, donc il y a une thématique qui s'appelle les solidarités. On va vous laisser boire un petit peu aussi. Vous voulez améliorer le taux d'accueil du jeune enfant, améliorer la qualité des cantines. Vous venez de l'aborder avec du circuit court, pas forcément du bio. J'ai pas vu mentionner ça. Non, mais on va en parler même. Et puis créer aussi une maison des métiers de l'humain. Alors peut-être une précision, c'est quoi une maison des métiers de l'humain ? En fait, c'était important pour moi de valoriser ceux qui, dans la ville, vont au chevet de nos parents quand ils sont en perte d'autonomie ou de nos enfants handicapés. Il y a beaucoup d'aide à la personne. Des aidants, en fait, une maison des aidants. Alors, on va faire une maison des aidants à côté pour pouvoir soulager les aidants. D'ailleurs, c'est Brigitte Perrault, moi, qui est sur ma liste et qui va s'occuper de ça, parce que c'est un modèle qu'elle a déjà fait à Olioul, où vous pouvez déposer votre proche atteint d'une maladie d'Alzheimer, par exemple, ou maladie neurodégénérative, du temps pour pouvoir souffler, parce que les aidants, j'ai beaucoup travaillé sur cette problématique à l'Assemblée nationale. Un aidant sur 3, voire 1 sur 2, meurt avant la personne aidée. Les femmes perdent 10 ans d'espérance de vie quand vous vous occupez de quelqu'un à plein temps. Il y a une énorme problématique, il y a une solitude de l'aidant qui est absolument terrible, et ça vient très vite d'être aidant. En fait, on ne se rend pas bien compte. On dit qu'il y a 11 millions d'aidants en France. Il y en a bien plus que ça, parce que j'ai déjà fait une table ronde. On était 7 autour de la table. Je peux vous dire que les gens étaient très aidants. Aucun n'était déclaré comme aidant. Et les maisons des métiers de l'humain, c'est Alors la maison des métiers de l'humain, c'est pour valoriser ce que je vous disais sur les aides à la personne. Je réfléchis à pourquoi pas faire un peu comme un diplôme, encore une fois, pour se sentir valorisé, parce que tout ce travail qui est fait, je pense que c'est ce qui maintient aussi la ville. Ça maintient les gens à domicile, donc c'est assez important puisque nos mentalités ont changé. Les gens ont envie d'être maintenus à domicile, et c'est quelque chose qui se fait à Tours. Donc je suis allée voir un peu ce qui se passait, et ça vous met en relation parce que avec les demandeurs d'emploi et les gens qui sortent diplômés ou pas, mais qui sont formés pour aider les personnes dépendantes. Et donc en gros, vous allez créer un diplôme municipal. Alors on est en train de réfléchir à la question, mais oui, ça nous a effleuré de vraiment pour valoriser ces gens qui font vivre notre ville, et de les mettre tout de suite en rapport, avec les demandeurs d'emploi. Sidonie ? Oui, par rapport à votre position sur la santé, en fait, une question sur est-ce que vous allez continuer vos subventions au planning, laisser les subventions au planning familial, notamment. Oui, je vais laisser, je vais tout laisser, et on va améliorer, en fait. Donc, personne ne va rien perdre, personne ne va perdre de subventions, et au pire, on va améliorer. Effectivement, il faut que cet accès à la santé, il faut qu'on réfléchisse vraiment à l'accès aux soins, et qu'on aille au plus proche, évidemment, du Toulonnais, ce qui, pour l'instant, n'est pas exactement le cas, parce qu'on a un médecin pour 1115 Toulonnais. Il faudrait revenir déjà à un médecin pour 1000. Donc, il va falloir qu'on soit très attractif pour pouvoir permettre à donner envie à des médecins qui sortent de Marseille, qui ont un mal fou à venir s'installer à Toulon, alors que quand même, moi je trouve que la ville va en plus devenir très attractive à partir du 15 mars. Mais voilà, il faut. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on perd tous les médecins entre Nice et Marseille ? Et c'est vraiment une question qui me tient à cœur. J'ai envie que nous réexistions entre Nice et Marseille, aussi au niveau de la santé. Alors pour l'internaute, la question elle était un petit peu plus précise. Le planning familial, je le rappelle, c'est une association d'intérêt public qui fait de la prévention, accompagne les jeunes femmes qui veulent avorter, et puis intervient aussi dans les écoles pour parler d'inclusion, notamment envers les personnes LGBTQ+. Cette question elle a été posée, c'est parce que vous avez longtemps été opposé au droit à l'avortement et vous n'avez pas voté en 2022.
Non, alors L'avortement, en tout cas, vous n'avez pas voté l'IVG dans la Constitution. La constitutionnalisation, ce qui est très différent. La question n'était pas êtes-vous pour ou contre l'avortement. La question était est-ce que vous pensez qu'il faut mettre l'avortement dans la Constitution. Mais d'où l'inquiétude, notamment. Merci de me laisser justement cet espace de parole pour en parler. J'ai trouvé que c'était tout à fait superfétatoire. Personne jamais sur un marché m'a dit j'ai été empêché d'avorter. J'ai trouvé que c'était de la poudre aux yeux de la part d'Emmanuel Macron et que faire du social quand la France se casse complètement la figure, c'était très, très démago. Voilà. Mais la question n'était pas du tout êtes-vous pour ou contre l'avortement. C'était pour ou contre l'inscrire. Mais je ne pense pas que les femmes aient plus de facilité depuis que ce soit inscrit. Vous voyez, c'était à mon sens tout à fait superfétatoire. Pour répondre à votre question, il y aura évidemment les subventions au planning familial ne bougeront pas. À Saint-Raphaël, ville dirigée par un maire des Républicains, les associations recevant des subventions sont obligées d'assister aux cérémonies patriotiques. C'est une initiative que vous pourriez, vous, appliquer à Toulon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas réfléchi, mais effectivement, quand vous vivez d'argent public, pourquoi pas participer à la vie de votre ville et à la mémoire de nos anciens. Je n'ai pas réfléchi à la question, je vous avouerai, mais je ne trouve pas que ce soit ubuesque. Oui, ça a été validé d'ailleurs par le tribunal administratif. L'immense projet d'aménagement de Mayol à Pipadie, vous en parlez un petit peu, du littoral varois, souhaité par Hubert Falco avec la construction, on rappelle un petit peu à l'origine, avec des bureaux, espaces coworking, halles marines, hôtels, parking, un nouveau palais des congrès. Alors ça, c'était donc entre Mayol et puis vraiment Pipadie, et donc le littoral pour ceux qui ne connaissent pas bien. Est-ce que vous souhaitez, vous... poursuivre ou continuer ou relancer ce projet? Alors c'est vrai qu'en fait je ne sais même plus vraiment où est-ce qu'on en est de ce projet. Même le Toulonnais est un peu perdu. Ça a été très long de délimiter l'espace maritime, la domanialité, tout ça. Une partie appartenait d'ailleurs au militaire. Voilà, et d'ailleurs c'est toujours, il y a un trait de côte qui est toujours un peu compliqué. Il y a un hangar au milieu qui sont un hangar des hydravions. A priori la marine aurait cédé ce bout de terre, mais sans qu'on puisse toucher là. Enfin on a l'impression pour l'instant que rien n'est vraiment très clair. Vous l'avez dit dans votre question, c'était un projet qui était porté par Hubert Falco. Depuis plus de 3 ans, c'est silence radio, on n'a aucune idée de ce qu'il en est. Je ne sais même pas moi jusqu'où la mairie est engagée, j'allais dire, et en arrivant dans le fauteuil de maire, je ne sais pas ce que j'aurai l'obligation de faire. Vous souhaitez quand même aménager ce littoral ? Bien sûr qu'il faut qu'on l'aménage. Il est évidemment temps que les Toulonnais retrouvent cette vue sur la mer, c'est certain. Après, je pense que tous les espaces coworking et tout, pour le coup, c'est dépassé. Voilà, il va falloir réfléchir, à mon avis, différemment. Mais c'est pareil, ça date de... Je ne sais pas quand est-ce qu'était le début du projet, mais ça fait bien 5-6 ans. Donc en 6 ans, même les habitudes des Toulonnais ont un peu changé. Il faut qu'on retrouve cette respiration sur la mer. Puis moi, j'ai un projet d'un grand palais de la mer que probablement que je mettrai à cet endroit-là, qui sera un projet à la fois culturel et touristique. Je voudrais faire un centre de reproduction de poissons. On a vraiment la chance à Toulon d'avoir l'Ifremer, d'avoir des écoles d'ingénieurs, des entreprises tournées vers la mer. Et voilà, faire l'idée d'un palais de la mer, donc avec un centre de reproduction d'espèces endémiques, et à côté de ça, des tableaux qui permettront de mieux connaître l'histoire de Toulon. Alors, une petite précision, en fait, parce que nous avons un internaute qui nous pose une question, qui demande où les journalistes prennent-ils leurs questions. Alors, pour répondre au pseudonyme Le Varois, il faut savoir qu'on a, lors de nos JT, un QR code que les personnes peuvent scanner. Et grâce à ce QR code, ils sont renvoyés vers une page où ils peuvent poser les questions aux différents candidats que nous recevons, que ce soit à Toulon ou à Marseille. Ils choisissent le candidat et ils peuvent donner leurs questions. C'est ce que j'ai sur mes petites fiches. Et effectivement, aussi, dans ce live, j'ai les questions qui nous arrivent en direct. Bon. Voilà. Mes enfants ne vous ont pas encore demandé ce qu'on dînait ce soir? Non, ils m'ont fait ça une fois. Ah non. À quelle heure tu rentres, s'il te plaît? Non, pas de message perso pour l'instant. Bon, ça va. Alors, la Valette, juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'attirer plus de touristes. Alors, Michel Bonus, le candidat de droite, aimerait transformer Toulon, en faire en tout cas une station balnéaire. C'est drôle quand vous êtes obligé de dire candidat de droite. Il a quand même dit, juste je précise, s'il y avait un second tour PS-RN, il voterait PS. Est-ce que vraiment un candidat de droite, il nous a dit centre-droit quand nous l'avons rencontré. En tout cas, nous, on l'a classé divers droite. Vous proposez-vous un pass
pour 3 jours, c'est ça, pour le port de Exactement. Toulon. En fait, j'ai vraiment envie que les gens viennent à Toulon. Voilà, vous avez l'impression que c'est une ville de passage encore coincée entre Nice et Marseille? Bien sûr. On a un mal fou à exister. Et encore une fois, à tout niveau. Je lui dis, j'en parlais avec un médecin il n'y a pas longtemps d'une clinique, me disant, on n'arrive pas à recruter. Ils vont tous à Marseille ou à Nice. Donc, on a quand même un gros déficit. On a un autre déficit énorme. Et moi, je ne comprends pas que personne ne tape encore une fois du poing sur la table. Ni Renaud Muselier, ni le président de TPM. On a un problème. On est un peu enclavé. On a cet aéroport qui fonctionne très mal. Pour tout vous dire, le premier vol pour aller à Paris en semaine, en heure d'hiver, c'est quand même plus de 6 mois. Il est le mardi à 19h30 le soir. Donc l'aéroport de hier qui est en train de se mourir, alors que franchement, on est quand même le premier département touristique après l'Île-de-France. Je me dis, c'est pas à la hauteur. On peut pas promettre du développement économique, du développement touristique si on met pas tous les atouts de notre côté. Et c'est vrai que je ne comprends pas que ce bras de fer ne soit engagé par personne. Moi, j'ai vraiment la volonté de rendre ça attractif. Quand je vais à Paris et que je prends l'avion, je croisais des hommes d'affaires que je ne croise plus parce qu'ils ne peuvent plus faire l'aller-retour dans la journée ou sont obligés de le faire en train, ce qui est vraiment très compliqué. Donc je pense qu'il faut aussi se donner tous les moyens, évidemment, de pouvoir être un territoire touristique. Mais je veux que les gens viennent et j'espère que les gens diront je veux aller visiter l'aquarium à Toulon. J'ai plein d'idées de festivals qu'on va rendre pérennes avec une feria de la mer, justement pour continuer à se tourner vers la mer et que ça soit une grande fête, un peu comme on peut le voir à Bayonne ou dans le sud-ouest de la France, et que les gens se disent tiens, j'ai calé ma semaine de vacances parce que là on va aller à Toulon, c'était trop sympa l'année dernière, il y avait des championnats internationaux de paddle par exemple sur la plage, et le soir il y avait des tapas partout, et voilà. La Valette, des festivals, des férias, beaucoup de choses, ça fait quand même beaucoup en termes de budget. Je vais vous dire, quand je vois que le son by Toulon est déficitaire de 600 000 € par an, j'ai un peu posé des questions autour de moi. On peut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins d'argent. Et c'est aussi ça, sûrement, ce qu'on va faire, c'est que quand vous avez une volonté de faire différemment, et typiquement, j'ai fait appel à Fabien Sorrentino, qui a déjà été à l'initiative de festivals, je peux vous dire qu'il sait faire beaucoup moins cher, mais on n'a pas de festival. Je veux dire, on devrait pouvoir arriver à exister, comme un peu ici, à Marseille, vous en avez. Non, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'argent. C'est Paillon a bien travaillé, c'est ça que vous dites. Non. Je n'ai pas dit ça, parce que je vais avoir un coup de téléphone de Franck Alizio dans la minute en sortant d'ici. C'est pas ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas d'identité. Moi, je veux rendre aux Toulonnais la fierté d'être Toulonnais. Je veux rendre... Vous voyez, moi, mes enfants sont la génération Almanar et Natif. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux marques de jeunes entrepreneurs. Qui donnent une certaine identité, ils sont fiers avec leur suite natif, et je pense que c'est important, c'est vraiment de rendre la fierté aux Toulonnais d'être Toulonnais, et je vous dis que les gens prévoient leurs vacances en se disant mais tiens, il y a ce festival qui est top, je veux y aller. Pourquoi pas Toulon, Sidonie? C'était une question de Ludo justement sur comment relancer l'attractivité de Toulon. Est-ce que vous allez vous baser plutôt sur le sport, la culture ou un autre projet? Eh bien Ludo, merci de cette question, parce qu'en fait ça va vraiment être en synergie. Alors, j'ai beaucoup de chance parce qu'en plus mes deux futurs adjoints à l'animation et au sport s'entendent très bien et ont vraiment une vision tout à fait commune de ce qu'on veut faire. Typiquement, quand je vous donne un exemple, quand on va faire un championnat international sur les plages de paddle notamment, le soir, je veux que les gens puissent continuer, capter les gens qui sont venus là voir le sport et pouvoir les faire sortir le soir. Ce qui, pour l'instant, à Toulon, je vous mets au défi de trouver un after-work sympa. Et il y a un endroit où on peut sortir après minuit, ce qui pose quand même une vraie question. Moi, j'ai des enfants entre 17 et 24 ans, autant vous dire qu'ils ne font pas que jouer au Scrabble. Ils sont contents de sortir et moi, je suis toujours très inquiète quand ils prennent leur voiture et qu'ils vont ailleurs pour sortir. Je trouve que... Je suis content qu'il reste ça. Puis je ne peux pas me résoudre à ce que dans une ville de 182 000 habitants, il n'y ait pas d'endroit pour sortir. Donc on a vraiment j'ai rencontré il n'y a pas longtemps vraiment les professionnels des bars, d'afterwork. Ouais, alors nocturne, il n'y en a pas, donc je n'ai pas pu vraiment les rencontrer. Enfin, il y en a un, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cette offre d'animation de façon très différente de ce qui a été fait. Je peux entendre les inquiétudes, c'est un peu une ligne de crête, parce qu'il faut évidemment l'équilibrer avec la quiétude dont les gens ont envie. C'est là aussi où la police municipale 24/24 jouera un rôle évidemment très important. Pour rappeler à l'ordre. Exactement, parce qu'il n'est pas question que ceux qui ne sortent pas pâtissent évidemment de cette animation. Mais je pense que c'est vraiment un cercle vertueux, et la bonne nouvelle, il faut le dire aux Toulonnais, il y a une marge de progression dans tous les domaines dans cette ville, que ça soit culturel, d'animation, d'accès aux soins, de sport, enfin voilà. Vous savez, on parle du sport, je finis pour Ludo. On a quatre grands groupes, 4 grands clubs ici, le RCT, le Sporting,
les rebelles au hand et le basket. Les 4 vont pas très très bien. Ça pose une vraie question quand même. On parle souvent d'un territoire sportif. Au final, c'est compliqué. Vous connaissez un peu nos résultats du Sporting qui sont pour le moins décevants alors qu'on a quelqu'un qui met de l'argent dedans. Si jamais Bernard Lemaitre n'était pas là à mettre 10 millions d'euros par an, le RCT, on serait vraiment relégué. Le hand, c'est très compliqué. Il faut arriver à refaire de cette ville une ville sportive. Mais pour ça, je pense qu'il faut de la volonté politique. Il faut que tous les acteurs se parlent. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et un soutien financier aussi de la ville ? Peut-être un peu différemment. Vous voyez, le Sporting, j'ai regardé par rapport à d'autres clubs de cette taille-là, il a moins de subventions à Toulon qu'ailleurs. Hubert Falco s'en cachait pas, il voulait que le RCT existe et pas tellement un deuxième club. De foot, voilà, moi, je pense que c'est un cercle vertueux, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que Toulon mérite évidemment des grands clubs. En termes d'aménagement, vous voulez lutter contre le réchauffement climatique et donc vous voulez équiper 84 écoles toulonnaises de la climatisation durable. Alors ça paraît un peu paradoxal, ça veut dire quoi une climatisation durable ? Penchez-vous sur justement ce qu'on fait en climatisation durable. En tout cas, ce qui est sûr, ce que je ne veux plus, c'est que des parents soient obligés d'aller chercher leurs enfants un 10 juin à 10h du matin parce qu'il y a des malaises en maternelle. J'ai entendu il n'y a pas longtemps Madame Massy dire que tous les dortoirs étaient équipés de climatisation. C'est faux, c'est archi faux. Enfin, je veux dire, je rencontre suffisamment de parents pour savoir que ça n'est pas le cas. On va vers un réchauffement climatique qui est évident. On a des températures de plus en plus chaudes. Des bâtiments qui sont, j'allais dire, qui n'ont pas été prévus avec des puits canadiens, qui sont d'ailleurs des puits provençaux. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, et ils ont un peu piqué l'appellation. Mais voilà, ce qui est sûr que tout ce qu'on construira sera construit dans des normes, dans des nouvelles normes, évidemment, qui vont permettre, avec la géothermie, de rafraîchir. Mais en attendant, vous voulez mettre vraiment une climatisation dans chaque classe d'école. Mais c'est pas aberrant. Là, il y a vraiment urgence à ce que les enfants puissent aller. Mais ça veut dire que la climatisation, excusez-moi, Madame Laure Levette, je vous coupe, ça veut dire qu'on prend de l'air froid et on rejette de l'air chaud. Mais d'accord, mais encore une fois, là, il y a vraiment urgence à ce que les enfants ne fassent pas des malaises. Le jour où vous avez un enfant qui fait un malaise, pourquoi pas un malaise cardiaque et qui décède, vous direz quoi ? Vous direz non, la climatisation, c'était vraiment pas bien. Non, là, il y a vraiment urgence. On ne peut pas faire autrement. Je pense que tous les ans, c'est de plus en plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas à continuer ce qui a été fait en désimperméabilisation des sols, des cours d'école. Il faut replanter. Évidemment, bien sûr. Mais ça n'est pas contradictoire parce qu'on va tout mener de front. Et je pense que c'est ça qui est important. Mais là, pour l'instant, il y a urgence. Il faut faire en sorte que les enfants du primaire et de maternelle puissent aller à l'école dans des conditions sereines. Place symbolique, la place de la liberté. Oui, typiquement... Voilà, le sol est pratiquement à 50%, à 50 degrés l'été. Ça pose question. Quand vous avez 6 pauvres arbres qui ont été plantés, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire. Je ne suis pas folle, je sais bien qu'il y a un parking en dessous et qu'on ne pourra pas évidemment mettre un tilleul. Ça, c'est évident. Mais il faut faire comme ça se fait dans d'autres villes, évidemment, avec des ombrières. Il faut vous savez, le boulevard de Strasbourg qui mène à cette place-là, il vient d'être fait. Enfin, je veux dire, c'était il y a 4 ans. Comment est-ce que personne n'a pensé comment est-ce qu'on a continué à sortir des arbres? Pourquoi personne n'a pensé à replanter à ce moment-là? Tous les trottoirs étaient complètement éventrés. Et ce qui a été fait il y a 4 ans ou 5 ans, 6 ans, parce que le temps passe un peu vite, mais la réhabilitation du boulevard de Strasbourg, je ne comprends pas. C'est quand même du bon sens. On ne peut pas continuer à déraciner les arbres et à laisser les Toulonnais par 45 degrés en plein été. C'est pas possible. Un mot peut-être sur les mobilités douces. Vous êtes pour plus de pistes cyclables. Alors, ma question, c'est, il y a quand même peu de vélos en libre-service. Est-ce que vous souhaitez mettre des vélos et des trottinettes en libre-service pour les Toulonnais, Toulonnaises ? Non, c'est compliqué. Par contre, vélo, la question se pose. Il faut aussi mettre des hangars sécurisés pour les vélos parce que je rencontre trop de cyclistes me dire qu'ils veulent bien tenter la mobilité douce, mais quand ils sont sortis 2 fois et que la 2e fois, ils se sont fait piquer leur vélo, ça pose une vraie question. Donc, on a regardé ce qui se faisait. On a trouvé des espèces de cage à vélo, l'expression n'est pas jolie, mais vous pouvez mettre une 30aine de vélos qu'on peut aussi végétaliser, qu'on peut cacher, mais pour que vous soyez sûr déjà de retrouver votre vélo. Les mobilités douces, il ne suffit pas de peindre en vert pour que ce soit cohérent. Nous, on a sur notre liste quelqu'un qui se déplace tout le temps à vélo, et tous les jours, il nous dit, là, j'étais vachement en sécurité sur cette rue-là, par contre, arrivé là, je failli me faire écraser par le bus. Ou arrivé là, effectivement, je ne savais plus, j'ai été obligé de monter sur le trottoir. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse, pourquoi pas avec l'IA aussi, qui nous aide à faire un vrai plan de mobilité douce, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de faire du vélo si à côté de ça, ils risquent leur vie juste à côté. Alors le temps, c'est cool. On va peut-être prendre une dernière question. Alors, une dernière question. Oui, c'est est-ce que si on vous proposait
un poste de ministre. Alors, si jamais Jordan Bardella ou Marine Le Pen emportaient vous pensez qu'il l'élection y a que qui peuvent me demander d'être ministre, c'est ça que vous voulez dire? Présidentielle, j'entends en 2027, si on vous propose non, je ne serai pas sérieusement un poste de ministre? Je ne serai pas ministre et je ne serai pas candidate à la tête de la région non plus, je l'ai dit. Si je suis élue maire, je serai évidemment au service des Toulonnais. Donc je rassure M. Boudjelal, dont c'était la seule contrainte pour ne pas voter pour moi. Il peut à présent voter pour moi. Je ne serai pas ministre si on me le propose. C'est vu avec Jordan Bardella. Vous resterez maire de Toulon si vous êtes Je reste maire de Toulon, ouais. Merci beaucoup. Merci encore, Laure Lavalette. Allez, Merci, cet entretien se termine. Et puis je rappelle que vous êtes invité, bien sûr, le 4 mars prochain sur notre antenne pour un débat avec les autres candidats de Toulon. Merci. Je serai là avec plaisir.